Nous sommes en 2018. Genesia, une jeune fille timide, sans problème, innocente, est dans son lit chez elle. Un lieu censé être sûr. Quand d'un coup, un garçon qu'elle considère comme un membre de sa famille rentre dans sa chambre. Quelqu'un en qui elle a confiance. Il se glisse derrière elle. Cette nuit-là, tout bascule. Il commence à le faire. Elle est tétanisée, incapable de crier, incapable de le repousser. Le choc est tel qu'elle pense même s'être évanouie. Et ce n'est pas un accident. Il recommence, encore et encore, pendant plus de 3 ans. Alors, elle fait semblant d'accepter, alors qu'à l'intérieur, elle se détruit. Les années passent, elle tente d'aimer, tente de guérir, mais le poids est trop lourd. En 2024, 6 ans plus tard, elle prend une décision, celle de parler, de tout raconter. Elle réunit les deux familles et face à lui, elle balance tout. 7 heures de confrontation, 7 heures enfermée avec son agresseur et leurs proches, 7 heures pour briser enfin le silence. Alors, une question s'impose. Comment s'est passée cette confrontation? Que lui a-t-il répondu? Qu'a retenu la famille et surtout, qu'a fait la justice face à cette histoire? Bienvenue dans StoryCube. Bonjour, je m'appelle Genesia, j'ai 22 ans et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé en 2018 quand une personne que je considérais comme ma famille s'est introduite dans ma chambre pour la première fois. On avait l'habitude de passer du temps ensemble, donc au début, ça m'a pas trop choqué qu'il vienne dans la nuit. Mais j'étais dans mon sommeil, donc j'ai pas réagi. Ce qui m'a fait bizarre, c'est quand j'ai senti qu'il s'était glissé dans mes draps et je sentais son corps contre le mien. Et que là, j'ai compris qu'il s'agissait de quelque chose de pas normal, mais je ne savais pas à ce moment-là réellement ce que c'était. Je savais juste que c'était sale et que c'était pas bien, mais c'est tout. Et je me forçais à me rendormir parce que je voulais croire que c'était qu'un rêve et que demain, tout irait mieux. À ce moment-là, j'avais 15 ans et mon agresseur avait 14 ans. Sur le coup, j'étais incapable de parler, incapable de le repousser. J'étais en état de sidération. J'ai appris plus tard le nom exact. J'étais tellement sous le choc qu'en fait mon cerveau a anesthésié tout mon corps et il y avait que mon esprit qui se baladait entre guillemets. Je me demandais comment ça, c'est bien lui, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est la réalité, mais impossible de parler, de crier, de le repousser ou quoi que ce soit. J'étais juste choquée. J'ai pas pu mettre des mots tout de suite sur ce qu'il m'avait fait et sur ce que j'avais subi. Je pense que quand on est jeune, on ne se rend pas compte et encore moins quand il s'agit d'un proche. Je pense qu'on fait vraiment un déni. Donc je ne me rendais pas du tout compte de ce que c'était. Je savais juste que c'était mal et c'est très longtemps après que je me suis rendu compte que ce qu'on appelle agression, je l'avais subi. Ça s'est passé plusieurs fois. Je ne saurais pas dire combien de fois, mais énormément de fois. Au point où ça devenait ma routine. Je savais que quand il était là, le soir, il viendrait, quand tout le monde dort, m'agresser. Et j'avais normalisé ça. Pour moi, c'était ma condition. Il allait se passer ça. Et c'est comme si c'était dans ma tête le prix à payer pour avoir une bonne journée. Dans le sens où lui et sa famille venaient à la maison. Point positif, mais point négatif, c'est que le soir, je vais subir ça. Mais je l'avais accepté. Donc quand il venait, il se collait à moi. Parfois, il me laissait mon pantalon. Parfois, c'était du peau à peau. Mais en tout cas, il enlevait toujours le sien. Il se donc avec mes fesses, il mettait ses mains sur ma poitrine et il essayait parfois de toucher mon... Mais j'essayais toujours de l'empêcher discrètement en faisant semblant que je change de position dans mon sommeil. Enfin, j'avais pour objectif, entre guillemets, de lui faire croire que je dormais. Donc quand il passait sa main, je faisais genre un petit mouvement dans mon sommeil pour pas qu'il atteigne ce niveau-là en fait. Les agressions ont duré à peu près 6 mois. Jusqu'au jour où il m'a agressée devant mon petit frère, qui lui était dos à moi, et que ça a été trop dur à supporter, au point où j'ai fait semblant d'être consentante. Et c'est là que ça a été encore plus difficile, parce que je suis devenue actrice de mes propres agressions. Et donc là, légalement, en tout cas, légalement, le consentement, il a été donné, même si dans ma tête, je n'ai jamais été consentante. Et ça, je sais que beaucoup de gens ne pourront jamais comprendre. Il y avait mon petit frère dans la pièce. Donc, en fait, mon petit frère était assis sur une petite table, et il jouait aux jeux vidéo. Donc, il était sur la table et il y avait la télé devant lui. Et moi, je faisais ma sieste sur le canapé, donc derrière. Et je me souviens que ce jour-là, je me suis dit, je vais pas monter dans ma chambre pour faire ma sieste, pour être en sécurité. Je vais rester au salon, parce qu'il ne fera pas ça au salon. Il s'est quand même glissé derrière moi sur le canapé quand on était dans le salon. Et donc là, j'ai vrillé, je me suis dit, c'est pas possible. Si mon frère se retourne, l'image, elle va être horrible pour lui. J'étais totalement paniquée.
Et donc quand il avait sa main sur ma poitrine, je lui ai tenu pour faire comme si j'étais consentante parce que je voulais que ça finisse vite. Je pouvais pas ne rien faire alors qu'il y avait mon frère juste à côté. Ça a duré à peu près 3 ans. Je saurais pas donner les dates exactes parce que j'étais longtemps dans le déni. Donc je faisais semblant d'être consentante. Dès qu'on se voyait, je savais ce qui allait se passer. Et d'un côté, ça a été plus facile pour moi d'avoir ce jeu parce que ça me permettait d'avoir le contrôle sur mon histoire. Mais d'un côté, ça m'a détruite parce que je me sentais encore plus sale. J'avais de mauvaises images de moi. Je me disais, mais comment j'ai pu en arriver là quand je le voyais avec ses copines, parce qu'il avait des copines et que j'ai été amenée à les rencontrer puisque je le considérais comme quelqu'un de ma famille. Je me sentais vraiment comme la débile de l'histoire, comme la sale. Enfin, je comprenais pas ce que j'avais pu faire. Et pendant cette période-là, moi, j'avais oublié les agressions. Donc, je me souvenais seulement du jeu sexuel, sans savoir qu'en fait ça avait commencé par des agressions, donc je me sentais encore plus sale en me disant mais il trompe ses copines avec toi alors qu'en fait j'étais la victime dans l'histoire depuis le début. Sur le moment j'en ai parlé à personne, je me suis énormément isolée après avoir subi ces agressions. Je faisais plus confiance à personne, j'avais pas conscience que c'était à cause de ça, mais je m'étais isolée, j'avais coupé le dialogue avec tout le monde. Les gens de ma famille avaient vu que je m'étais un peu éloignée, mais ils disaient que c'était l'adolescence, j'ai 15 ans, je rentre au lycée, peut-être le changement, les hormones, etc. Ils n'ont pas pensé que ça pouvait être une agression ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'inconsciemment, chez les gens, quand on se fait agresser, on ne peut pas côtoyer son agresseur, alors que bien souvent, si, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le protège. En 2021, je me mets en couple et je me rends compte que je peux être aimée, que je mérite l'amour, que j'ai un peu espoir du bonheur parce que pendant tout ce temps-là, j'étais malheureuse. J'étais en dépression et je passais vraiment des nuits noires, des moments très sombres. Et quand j'ai rencontré donc mon futur mari, je me suis rendu compte que je pouvais être heureuse, je pouvais tout. En fait, je me suis sentie pousser des ailes entre guillemets et son amour m'a vraiment permis de guérir au final, même si c'est pas lui qui m'a guérie, voilà. Mais je me suis vraiment rendu compte de beaucoup de choses, du fait d'être aimée, du fait de ne pas être une chose cachée aussi, et de me dire que il pouvait me trouver belle, il pouvait m'assumer, etc. Ça a vraiment tout changé dans ma vie, mais c'est aussi là que je me suis rendu compte des séquelles de ce que j'avais subi. Tu lui en parles d'ailleurs à ton copain? Est-ce que c'est facile pour toi d'en parler? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Oui, je lui en parle dès le début de notre relation, mais je mets pas un nom sur cette personne parce que je sais très bien qu'il allait être amené à le connaître et pour moi j'allais emporter ce secret dans ma tombe. Donc j'explique simplement ce qui s'est passé, ce que ça a provoqué, enfin ce que je pense que ça a provoqué en moi parce qu'à ce moment-là je me rends pas vraiment compte, mais il était important pour moi qu'il soit au courant. Mais c'est tout, il me console, il me dit que c'est grave et c'est comme si je voulais pas l'accepter. Et c'est aussi quand j'ai vu à quel point c'était grave pour lui que c'était peut-être vraiment grave ce que j'avais subi et qu'il fallait plus que je banalise. Mais à ce moment-là, j'étais pas du tout prête à sortir du silence. Quand j'ai annoncé donc à ma famille et donc à mon agresseur que j'étais en couple, il a jamais retenté quoi que ce soit et je m'étais fait de la promesse de le stopper s'il continuait. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais pas suffisamment d'amour pour moi pour le stopper, mais j'avais suffisamment d'amour pour mon copain pour le faire pour lui. Et donc je m'étais dit, si jamais il tente quoi que ce soit, je peux pas entacher ma relation, je peux pas lui faire ça. Donc ça m'a permis de me donner de la force et de me dire, si jamais il tente quelque chose, je le stopperai. Et au final, il a jamais retenté. En 2024, on parlait avec ma maman des actualités. On a l'habitude de faire des débats, d'échanger sur plein de choses, et on parlait des agressions. Et je demande à ma maman, et toi, si un de tes enfants avait subi quelque chose, est-ce que tu voudrais le savoir? Et je sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais en vrai, inconsciemment, maintenant je le sais, c'est sorti tout seul. Et ma maman, elle me répond, oui, pourquoi? Et là, je peux pas garder la face, je fonds en larmes et ils ont compris. Il y avait mon petit frère et ma petite sœur qui étaient présents ce jour-là. Et j'ai pleuré et là, ils ont compris que j'avais subi quelque chose. Et ça s'est fait hyper naturellement. Je leur ai raconté au début ce que j'avais subi, mais encore une fois, sans dire le nom, parce que je voulais encore le protéger, je voulais pas entacher la relation. Donc je commence à raconter les séquelles que ça a eu. Et ma maman me dit, mais tu peux pas nous dire ce que tu as subi, quelque chose aussi grave, d'autant plus sous notre toit, et sans nous dire qui, c'est pas possible. Et ma maman m'a dit, mais imagine, t'as des petites sœurs, tu peux pas en fait le laisser dans nos vies. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Et donc là, j'ai dit son nom
Et ça a été un choc pour tout le monde parce que, de un, il est plus petit que moi, donc dans la société, on s'attend toujours à une personne plus âgée. On était très proches au point où je le considérais comme mon cousin, même plus que mes réels cousins. Donc ça a été vraiment un choc pour toute ma famille. À la suite de ça, ma maman me conseille de lui en parler. Naïvement, on se dit peut-être qu'il a grandi depuis, peut-être qu'il a changé. À ce moment-là, j'avais 21 ans et lui 20, parce qu'il est né en début d'année, même si on a 2 ans d'écart. Et donc ma maman me dit, c'est des choses qui se sont passées quand vous étiez enfant, peut-être qu'il en a pris conscience, peut-être qu'il n'ose pas s'excuser, peut-être qu'il a changé. Naïvement, on s'attend à quelque chose de positif. On se dit que peut-être qu'il n'avait pas été éduqué sur le sujet, bien que c'est pas une excuse, mais ça aurait pu expliquer certaines choses. Donc on s'est dit, peut-être qu'il va s'excuser, peut-être qu'il va prendre conscience. Voilà. Donc je le contacte pour lui expliquer ce qu'il m'a fait subir. Je lui explique que le jeu qu'on a eu, il a commencé par des abus. Et lui dit au début ne pas s'en souvenir. Et puis après, il me dit « Ah oui, c'est vrai, je me souviens, j'étais petit, j'étais bête, mais il fallait me repousser, pourquoi tu l'as pas fait ?» Et je lui explique en fait le mécanisme, que j'étais tellement choquée. Et il m'a envoyé cette phrase « Je me pardonnerai jamais, je pourrai jamais me regarder devant un miroir. » Et là, je me suis dit « Ah c'est bon, entre guillemets, il va s'excuser, il a pris conscience, il va peut-être y avoir quelque chose, même si on peut plus se fréquenter, peut-être qu'il va avoir une bonne démarche, entre guillemets, par rapport à ça. Mais au final, pas du tout. À la suite de ça, ma maman prend contact avec sa maman pour lui expliquer qu'elles doivent parler. Au début, elles devaient aller parler, elles deux, comme des copines. Et au final, la dame dit non, il faut que ta fille vienne, il faut qu'il y ait une confrontation, il faut qu'on se parle. Je peux pas accepter qu'on traite mon fils d'agresseur à 14 ans. Donc ça commence comme ça. Donc quelques jours plus tard, on se rend chez eux, donc ma maman et moi, et on s'attendait à ce qu'il y ait uniquement sa maman et lui. Mais au final, il y avait au moins 15 de ses amis qui étaient présents. Et c'est une maison à étage, donc nous on était au rez-de-chaussée et eux se cachaient dans les escaliers. Donc quand j'ai commencé à déballer tout ce qu'ils m'avaient fait en donnant les détails, etc., je savais pas qu'il y avait tous ces amis qui se moquaient de moi à l'étage en fait. Et donc ils sont descendus un par un. La mère de mon agresseur les appelait en renfort quand il y avait besoin. Et donc on s'est retrouvés, ma maman et moi, face à une quinzaine de jeunes hommes m'accusaient de mentir ou si c'est vrai, c'est de ma faute, ou je l'ai cherché. Enfin, vraiment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, en concentré dans un salon, et ça pendant à peu près 7 heures. C'était très violent, et c'était surtout très choquant. J'avais l'impression... je savais pas que les gens pensaient encore comme ça en 2024. C'était très violent, on me criait dessus, on m'insultait. J'avais l'impression d'être à mon procès, alors que c'est pas à moi qu'il fallait faire un procès. On me disait des insultes, j'aurais jamais imaginé recevoir ces insultes, d'autant plus de personnes que je considérais vraiment comme ma famille. Et ce moment, il a été violent parce que je me suis rendu compte que mon silence n'a pas protégé une belle histoire, il a protégé rien du tout au final. Alors au début, on essaye de leur expliquer la notion de consentement, qu'un jeune homme n'a pas à rentrer dans les draps d'une fille, qu'on ne doit pas attendre un « arrête », mais on doit attendre un « oui » pour commencer. Il ne faut pas attendre à ce que la femme repousse si elle ne veut pas, il faut lui demander si elle veut en fait. Expliquer que même si après j'ai été consentante, au début je l'étais absolument pas et mon consentement n'a pas été demandé. On a essayé vraiment d'être pédagogue et patient avec eux et on s'est rendu compte que c'était pas possible. Sauf que cette famille voulait qu'il y ait une fin entre guillemets. Ils voulaient que soit lui il avoue m'avoir agressé ou que moi j'avoue avoir menti. Sauf que c'était interminable puisque j'ai pas menti et que c'était impossible pour lui d'avouer qu'il m'avait agressé devant tout le monde. Donc c'était des échanges très violents. Et au bout d'un moment, ma maman a dit « Allez, c'est pas grave, ok, on va partir, on vous laisse ». Et ils nous ont empêchés de sortir, ils se sont mis devant la porte. Ils nous ont dit « Non, ça se passera pas comme ça, il faut qu'elle avoue qu'elle mente, vous pouvez pas partir comme ça ». En entachant la réputation de notre enfant, c'est pas possible, faut que t'avoues et tout. Et moi je disais « Mais non ». Donc ça a réenchérissé à chaque fois. On me traitait de menteuse, je le traitais de vieuse, parce que voilà, au bout d'un moment, donnant. Et au bout peut-être de 4-5 heures, en voyant qu'on n'était pas rentré, mon papa est venu. Il savait pas vraiment ce qui se passait, mais il s'est dit c'est bizarre quand même qu'elle reste aussi longtemps. Et tellement qu'on était naïfs, mon père il est venu avec ma petite sœur qui était un bébé, donc en fait on ne s'attendait pas du tout à cette violence-là. Donc mon père quand il est arrivé, il s'attendait pas non plus à cette violence. Et même le fait qu'il y ait mon papa et ma petite sœur,
Ça ne les a pas arrêtés, ils ont continué à proliférer des insultes, etc., à manquer de respect à ma maman et tout. Enfin, c'était vraiment horrible. Et donc, au bout d'un moment, quand mon père est arrivé et qu'il y a eu du renfort, ils ont appelé aussi du renfort de leur côté. Donc, il y a eu un oncle qui est venu. Et donc, ça a failli en venir aux mains à un moment donné, enfin, forcément. Et quand on a vu qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne changeraient pas d'avis et que c'était des gens méchants, au final, on a fait semblant, oui, ok, vous avez raison, d'accord, excusez-nous. Et on est parti parce qu'en fait, c'était la seule porte de sortie de cet événement. Ensuite, je suis restée en état de choc pendant à peu près 2 semaines. Je me refaisais les 7 heures en boucle. Je dormais presque pas. Je mangeais pas ou alors je mangeais très peu et je me refaisais les 7 heures et je me disais j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça et si ceci et si cela. Et je me suis dit tu peux pas rester dans cet état-là, il faut que tu fasses quelque chose. Mais je me ressassais en boucle et je me suis dit je veux pas oublier une seconde de ce moment-là. Donc j'ai commencé à écrire sur l'ordinateur exactement ce qui s'était passé pendant ces 7 heures parce que je voulais pas oublier et je voulais aussi que les membres de ma famille qui n'étaient pas là puissent savoir exactement ce qui s'était passé. Donc j'ai commencé à tout écrire et je me suis dit puisque j'écris ces 7 heures-là, je vais écrire aussi chaque détail de mes agressions. Donc j'ai écrit mes agressions et les 7 heures. À la base, je voulais l'imprimer et donner à mes frères, à mon fiancé, à mon père. Et je me suis dit, c'est peut-être comme ça qu'on écrit un livre au final. Et donc j'ai commencé à envoyer mon manuscrit, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, à des maisons d'édition. Et donc mon livre est sorti. Et ça a été un soulagement pour moi parce que j'ai pu prendre le contrôle de mon histoire en écrivant et en publiant ce livre. Mais il y a eu aussi beaucoup de conséquences à la sortie de mon livre et à ma prise de parole publique. Mon agresseur et ses amis qui étaient présents pendant la confrontation ont essayé de retrouver mon cousin de sang et mon frère pour les frapper. Ils n'ont pas réussi à trouver mon frère, mais ils ont trouvé mon cousin. Ils se sont servis d'une autre histoire pour faire venir mon cousin et ils l'ont frappé à plusieurs avec des barres de fer. Il était en sang, il aurait pu perdre la vie ce jour-là. Et mon agresseur, qui était à l'initiative de cette agression, c'était le meilleur ami de mon cousin. Donc il a regardé mon cousin se faire frapper. Et il aurait pu y perdre la vie. Et c'est à ce moment-là, je pense, ça a beaucoup joué dans la tête de ses amis à ce moment-là pour se dire qu'il était capable de tout. Et les gens ont commencé à se poser des questions sur lui. Mon livre s'appelle Les 7 heures, en référence à ce que j'ai subi pendant 7 heures. On peut le trouver à la Fnac, à Cultura, sur Amazon, vraiment partout. Et il a été publié par la maison d'édition Réartis. Il faut savoir qu'on n'est jamais coupable de ce qu'on subit, même si l'agresseur est plus petit, même si on n'a pas osé dire non, même si on ne l'a pas repoussé, même si on a continué à le fréquenter après, on n'est jamais coupable de ce qu'on nous a fait subir. Et j'aimerais aussi dire que même après des épreuves aussi terrifiantes et aussi horribles, on peut goûter au bonheur, on peut s'en remettre, on peut se relever. Et peut-être que là, il y a certaines personnes qui pensent au suicide. Et je sais ce que c'est, mais laissez-moi vous dire qu'il y a un espoir, vous pouvez vraiment vous relever et être heureux après ça.